à Tanger. Personnellement, je vais essayer de vous dépayser. Le thème de la conférence porte essentiellement sur l'intelligence artificielle et l'économie. J'ai essayé, sous la suggestion de Madame Alaoui, d'apporter un nouveau regard sur l'intelligence artificielle et plus particulièrement dans le domaine politique et militaire. Donc, vous pouvez suivre avec moi pour mettre un tout petit peu l'eau dans la bouche. Je vais parler d'abord des avantages de l'intelligence artificielle aussi bien dans le domaine politique que militaire avant d'essayer de relever quelques écueils, quelques limites, quelques lacunes qui portent sur l'intelligence artificielle aussi bien dans le domaine politique que militaire. Alors les avantages, grosso modo dans le domaine militaire, vous avez la cyberdéfense qui permet à plusieurs pays actuellement, en l'occurrence les États-Unis, de monopoliser la première place dans le domaine. Les projets de développement des robots soldats, c'est un projet qui a été initié aussi bien par les Américains que les Russes, dernièrement par la Grande-Bretagne, et on arrivera à ça. Les systèmes d'armes autonomes, que ce soit les drones, etc., etc. Dans le domaine politique, l'intelligence artificielle a permis une certaine interconnexion des États et des sociétés à travers le web, les réseaux sociaux, etc. La possibilité du vote électronique, même si ça créait beaucoup de problèmes dernièrement lors de la campagne électorale américaine, mais ça a facilité la tâche à plusieurs citoyens partout dans le monde. Les sondages numériques, vous connaissez les expériences suisses, islandaises, etc. Par exemple, à titre d'exemple, l'Islande a façonné sa première constitution sur le net. Après la crise des subprimes, vous connaissez tous les causes de cette crise, les citoyens islandais s'étaient révoltés contre les tenants des grandes banques et ils avaient viré pratiquement le gouvernement avec les responsables des finances et ils ont façonné leur propre constitution, une e-constitution. Et bien évidemment, approcher des gouvernants à travers les réseaux sociaux. C'est ce que je vais essayer d'expliquer rapidement. Alors, dans le domaine sociopolitique, l'intelligence artificielle a permis la réalisation d'un vieux rêve qui permet aux États de se pérenniser dans le temps et dans l'espace, à savoir prendre les meilleures décisions dans un temps record. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode systémique, généralement les étudiants de droit la connaissent, avec la boîte noire, les inputs et les outputs. Vous vous rappelez que la boîte noire, c'est généralement les gouvernants qui doivent prendre des décisions afin d'éviter l'explosion. L'intelligence artificielle a facilité la tâche aux gouvernants pour pouvoir prendre des décisions d'une manière très rapide et anticiper éventuellement des crises sociales, économiques, etc., etc. Donc, la capacité de prévoir des problèmes futurs et d'y apporter des correctifs dans un délai relativement court. Alors, je vais prendre un exemple. L'exemple, actuellement, il faudrait savoir que 2 pays sont les maîtres du monde, la tête du peloton de l'intelligence artificielle, ce sont les Américains et les Chinois. Avec une simple différence, c'est que en 2018, les Chinois ont misé 36 milliards de dollars pour développer l'intelligence artificielle, alors que les Américains, avec Donald Trump à l'époque, n'ont pu mobiliser que 18 milliards. Donc, il n'y a pas un pays capable de mobiliser tant d'argent comme la Chine dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les Européens, certains d'entre vous peuvent se poser la question, les Européens actuellement sont considérés comme des pays du tiers-monde dans le domaine de l'intelligence artificielle. Abstraction faite, nous, c'est même pas la peine de parler de ça. Tout à l'heure, Madame la Présidente vous a dit il vaut mieux qu'on reste tranquille, etc. Le problème, c'est que si on reste trop tranquille, on risque de rester tout seul sur la planète Terre avec toutes les réalisations qui sont faites par les 2 grandes puissances. Donc, la Chine, par exemple, avec son système d'État Big Brother, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a essayé de concilier les efforts aussi bien des établissements publics que des sociétés privées pour maîtriser la population, pour la surveiller H24 et partout. Il faudrait savoir, je dois le mentionner de prime abord, c'est que en Chine, les Chinois n'ont aucun problème avec la surveillance.
Le chinois, comme l'asiatique, pour lui, il te dit, si je suis surveillé, c'est pour ma sécurité. Le principe, bien le concept de liberté personnelle, liberté publique, etc. ne se pose pas. Il te dit, si tu refuses la surveillance, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Mieux que ça, dans les pays asiatiques, que ce soit la Corée du Sud, je ne parle même pas de la Corée du Nord, que ce soit la Chine, etc., ils encouragent la délation. Il y en a qui ont essayé, qui ont pris ce métier, ou bien cette vertu entre parenthèses, comme un métier qui est payé par les États dans leur pays. Donc, la Chine, en collaboration avec le Canada, ont façonné ce qu'on appelle la Grande Muraille de surveillance. Et depuis 2003, ils sont capables de censurer l'Internet. Vous savez, en Chine, il n'y a pas Google, etc. comme moteur de recherche. Il existe, certes, mais si vous cherchez sur Google, vous allez trouver quelques petites informations. Mais par contre, ils ont une alternative qui s'appelle Baidu, qui est un moteur de recherche chinois et qui est très contrôlé. Mais ça reste une multinationale chinoise. Donc, ça, c'est pour la Chine. Ça, c'est la première des choses, surveiller les citoyens. Deuxième chose, la mise en œuvre de politiques étrangères pertinentes et crédibles, grâce à la big data. C'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Par exemple, aux États-Unis, vous avez les GAFAM, ce qu'on appelle Google, Amazon, Facebook, Amazon, Facebook. Non, Alibaba, c'est pour les Chinois. Ça, c'est les BATX. Donc, l'équivalent c'est ce que j'ai cité ici. Vous avez Baidu, l'équivalent de Google. Alibaba, l'équivalent de Amazon. Tencent, l'équivalent de WhatsApp, mais très développé, avec la possibilité d'envoyer de l'argent, etc., etc. Et Xiaomi, que vous connaissez tous dans le domaine de l'électronique, etc. Actuellement, la Chine occupe les premiers rangs sur le plan mondial d'analyse des grandes quantités de données. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'avais demandé à Mme Alaoui, lorsqu'elle m'a proposé de participer à cette conférence, je lui avais soumis 2 propositions. La première était la cybercolonialisation du continent africain, en l'occurrence par les BATX et les GAFAMI, mais on a opté pour le second sujet qui est plus adapté plutôt à cette conférence. Idem pour les États-Unis, donc il ne faut pas croire qu'il n'y a que les Chinois qui contrôlent. Idem pour les États-Unis qui ont utilisent aussi les GAFAM, bien les GAFAMI, surtout avec le réseau Echelon, un réseau qui a été développé par les Américains en collaboration avec les Canadiens et qui avait permis depuis plusieurs années, depuis la fin des années 80, d'espionner pratiquement tout le monde, y compris leurs propres alliés. Et il fallait attendre 2013 pour que le scandale explose et que Angela Merkel paraît désabusée, dit on n'espionne pas un ami. La même chose pour le président français à l'époque, qui était le socialiste, j'ai oublié son nom, François Hollande, qui était désabusé, la grande désillusion, comment ça les Américains nous espionnent. Bien évidemment, tout à l'heure, M. Matsor a posé la question, est-ce qu'il faudrait donner une réglementation juridique, une personnalité juridique aux robots? Il faudrait savoir que le Parlement européen a lancé cette initiative depuis 2017. Depuis 2017, il travaille sur un projet d'octroi d'une personnalité juridique aux robots. Mais le problème, c'est que pendant que les Européens sont en train de réfléchir à un statut juridique pour le robot, les Américains sont en train de foncer avec les Chinois, sont en train de coloniser d'autres planètes, alors que les Européens restent avec tout ce qui est juridique. Sur le plan militaire, les domaines d'application sont moins apparents pour les civils. On ne les connaît pas trop, mais le but de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire, c'est de limiter les pertes matérielles, mais surtout humaines. Ça, c'est l'objectif. Ça peut vous paraître noble, mais il a quelques conséquences. L'intelligence artificielle permet de gérer et simuler l'environnement opérationnel. On peut faire des simulations d'opérations, d'attaques, etc., juste avec l'intelligence artificielle, détecter les menaces, traiter et simplifier les masses de renseignements collectés et d'en livrer une analyse élémentaire très pertinente.
Dans le domaine militaire, quels sont les moyens utilisés? Alors, je vais vous prendre deux exemples. Vous avez l'exemple français, par exemple, avec le satellite Helios 2. La France avait fabriqué en collaboration avec les Grecs, les Italiens, les Belges, Helios 1. Helios 2, qui a été lancé en 2019, a permis de collecter 100 fois plus de renseignements que tous les satellites militaires. Bon, pour vous montrer à quel point, ça c'est pour la France dernièrement, parce qu'en Europe, il n'y a que les Français et les Anglais, pas les Britanniques, qui ont commencé à investir dans le domaine. Les États-Unis, avec, ça c'est Helios 2. Ça, c'est le bouclier antimissile appelé THAAD, doté des techniques d'intelligence artificielle et qui a été déposé par les États-Unis sur les frontières coréennes, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, et qui sont téléguidés de loin par une intelligence artificielle, une chose qui a dissuadé en quelque sorte les Chinois qui voulaient eux aussi déposer quelques missiles dans la région, mais ils les ont dissuadés. 2021, il y a un très très grand projet, très ambitieux des Américains qui s'appelle Dogfight. C'est quoi? C'est une intelligence artificielle qui conduit un avion de chasse. Ils ont fait plusieurs essais, ils ont pris les meilleurs pilotes de chasse américains, ils les ont confrontés à des avions de chasse pilotés par une intelligence artificielle et le résultat était extraordinaire. Il n'y a pas un seul pilote de chasse humain qui a pu battre cette intelligence artificielle, ce qui peut remettre en cause carrément le métier de pilote, sans parler bien évidemment de métier de professeur, d'avocat, de médecin, etc. Les drones. Là, vous avez des drones qui sont utilisés par l'armée américaine. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent fournir des renseignements aux troupes au sol, assurer une surveillance continue. Et là, je vous ai pris comme exemple Maven, qui est un drone basé sur des algorithmes de reconnaissance qui a été utilisé dans le cadre de la lutte des Américains contre Daesh et qui a permis la reconnaissance à 80% de toutes les cibles, que ce soit des humains ou bien des engins. Vous avez aussi des drones militaires de combat parce que vous avez des drones de surveillance et vous avez des drones qui sont dotés d'une capacité d'explosion, qui tirent des missiles et qui peuvent les lancer. Ici, vous avez ce qu'on appelle le Big Dog. Le Big Dog, c'est une intelligence artificielle, c'est un robot qui a été fabriqué par l'armée américaine qui peut marcher pratiquement et rouler sur toutes les surfaces. Et il pèse 75 kilos. Et lors des essais, il a pu transporter plus de 180 kilos avec une vitesse de 4 km par heure et sur une distance de plus de 20 km. Ce qui a permis à l'armée américaine d'économiser sur plusieurs plans, surtout dans les montagnes, etc., où l'accès est très, très, très délicat. Donc, ils ont fabriqué le Big Dog, qui est une invention américaine exclusive pour l'instant. Ça, c'était pour tout ce qui est avantage. Qu'en est-il maintenant des écueils ou bien des dangers, aussi bien sur le plan politique que sur le plan militaire? D'abord, le premier danger, et je vous invite à lire un excellent ouvrage d'Alain Desnaux, qui s'appelle La médiocratie, qui a été publié en 2015, et dans lequel il parle du triomphe de la cybermédiocratie et la prise de pouvoir par les médiocres. Il vous dit que le problème, c'est qu'à travers les réseaux sociaux, etc., je ne vais pas citer plusieurs de ces citations, mais il dit que la médiocratie non seulement a pris le pouvoir, avec des personnes qui sont capables d'anesthésier le public à travers leurs likes, etc., mais il a empêché l'émergence de propositions fortes. Et j'adore une citation de l'essayiste italien Umberto Eco qui dit que les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar. Ils ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel parce que les réseaux sociaux sont ouverts à tout le monde. Le problème, c'est que cette réalité a commencé dans les entités familiales, mais par la suite, il s'est propagé même chez les gouvernants. Maintenant, les statuts de chefs d'État, de ministres, d'enseignants, de scientifiques s'effondrent
en faveur de certaines personnes qui font le buzz en quelque sorte. Pour les réseaux sociaux, ce sont les nouveaux étendards, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, on a promulgué une loi dans l'amendement 1 de la Constitution américaine qui interdit au Congrès de promulguer toute loi capable de limiter la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux sont devenus, comme j'ai dit, les nouveaux étendards des relations, que ce soit internes ou bien internationales. La même chose, c'est qu'on assiste à un effacement de la souveraineté des frontières. C'est bien, actuellement, tout le monde peut communiquer, etc. Mais ça remet en cause l'existence même de l'État, la souveraineté de l'État. Vous connaissez les éléments constitutifs de l'État, le territoire, la population, etc. La souveraineté et la reconnaissance. Maintenant, il n'y a plus de souveraineté pour les États. Donc, pire que ça, maintenant, ce sont les réseaux sociaux qui peuvent déterminer la réputation et même le sort d'une personnalité. On l'a vu avec les printemps arabes, comment ce qu'on a appelé à l'époque les e-révolutions, parce que ce sont des révolutions qui ont éclaté depuis Internet, sur les réseaux sociaux, comment on a chamboulé tout le système dans les pays, dans la région MENA. Et ce n'était pas par hasard que ça a commencé en Tunisie. Pourquoi? Parce que Ben Ali, à l'époque, président tunisien, avait financé énormément les universités, et la recherche scientifique dans le domaine des réseaux sociaux, informatique, etc. Et c'était le premier à payer les pots cassés dans le domaine. Il y a un scandale, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, le scandale Facebook Cambridge Analytica. C'est un scandale qui avait éclaté à l'époque. Pourquoi? Parce que c'est une société qui avait utilisé Facebook pour collecter plus de 80 millions, les données de plus de 80 millions d'utilisateurs. Le but qui était apparent, c'était pour, soi-disant, faire des enquêtes, des analyses scientifiques, etc. Mais par la suite, cette société, en complicité avec Facebook, ont utilisé ces données pour connaître les intentions de vote. Et ils ont servi, comment il s'appelait, Trump, dans sa campagne électorale, parce que le vice-président de cette société, c'était un conseiller de Trump. Ils ont utilisé la même chose pour connaître les intentions de vote lors du Brexit. Et ils ont utilisé toutes ces données pour connaître les intentions de vote dans des campagnes électorales dans plus de 100 pays, y compris des pays africains. Donc, le but apparent, c'est de collecter les informations pour des objectifs scientifiques, mais dans la réalité, le but est de manipuler la population et orienter les opinions de vote. La même chose pour la technologie du deepfake. Maintenant, vous avez même sur vos smartphones des applications qui peuvent changer carrément et remplacer la tête d'un président par un autre, etc., avec tout le risque de manipulation de l'opinion. On est censé être la classe intellectuelle, on peut faire la distinction entre une vidéo montée ou non, et encore, mais pour le commun des mortels, surtout dans les pays où le taux d'analphabétisme dépasse de loin les 60-70%, ça joue un rôle très 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 dangereux. Sur le plan sécuritaire, alors il y a le risque de cybercriminalité, le risque de piratage, par exemple, des drones, des armes, etc., soit par des États, ce qu'on appelle les États voyous, soit par des terroristes. L'amplification des guerres technologiques, par exemple, à travers la diffusion de plusieurs fake news, etc., et on a vu avec le conflit qui a opposé les Américains aux Russes, etc., les Américains, ils ont ce qu'on appelle les grandes oreilles. L'Agence nationale de sécurité qui a collecté des renseignements par des ondes électromagnétiques pour toutes les négociations commerciales qui se sont déroulées, par exemple, au sein de l'OMC. Donc, avant que l'équipe américaine ne débarque pour négocier de nouveaux traités dans le domaine commercial, ils étaient déjà au courant de la position européenne, australienne, africaine, etc., ce qui leur donne un temps d'avance extraordinaire, donc ils peuvent tout anticiper. La même chose maintenant, si on veut, par exemple, remettre en cause un pouvoir politique, on n'a plus besoin d'envoyer une armée ou bien des sanctions militaires, des sanctions
économique. Il suffit de faire la mauvaise propagande à travers l'intelligence artificielle et le tour est joué. Actuellement, Poutine, parce que la Russie est très bien développée dans le domaine, a essayé de façonner ce qu'on appelle l'Internet souverain. Internet souverain, c'est un Internet purement russe qui va servir que les Russes avec la possibilité de le couper à n'importe quel moment. Et donc, comme ça, il peut préserver la souveraineté de la Russie. Les écueils aussi sur le plan militaire, risque de perte de contrôle, risque de piratage des robots tueurs, ou bien les robots soldats. Et là, le problème se pose. Je rejoins M. Matzok et M. Sra lorsqu'ils ont posé la question. Lorsqu'un robot soldat tue un civil, la responsabilité incombe à qui? Est-ce au robot, ou bien celui qui a façonné le robot, ou bien le général qui a donné l'ordre, ou bien le chef d'État qui a donné l'ordre d'entamer la guerre? C'est tout un labyrinthe de responsabilités qui est très difficile à préciser. La remise en cause des nouvelles armes téléguidées, etc. Il y a tout à l'heure, vous parliez de la monnaie électronique, la crypto-monnaie. Elon Musk, le père fondateur du Dogecoin, c'est ça, avec d'autres scientifiques, appelle à l'interdiction pure et simple des robots de guerre. Ils ont fait un manifeste dans lequel ils ont appelé les États à arrêter les robots de guerre. Le problème, c'est qu'il n'y a que les pays sous-développés qui ont répondu à leurs appels, alors que les pays développés ne se sentent pas du tout concernés. Comme je l'ai écrit ici, si les grandes puissances ne s'engagent pas à travers des conventions internationales, etc., on risque de réaliser la prédiction d'Einstein qui avait dit un jour: je ne sais pas comment on fera la 3e guerre mondiale, mais je sais comment on fera la 4e avec des bâtons et des pierres, parce que la 3e va raser pratiquement toute la technologie. Moi, je dis, Einstein était trop optimiste pour croire qu'il existerait encore des êtres humains si une 3e guerre mondiale éclate avec toute la puissance de l'intelligence artificielle. C'était tout. Je vous remercie pour votre attention et je rends la parole à M. le Président. Donc, je tiens à remercier